On est maintenant rendu le 31 décembre 2024. Ce serait peut-être bien le moment de terminer mon top de 2023. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve en cette dernière journée de l'année 2024 pour terminer mon top des meilleurs jeux de 2023. Alors oui, 2023, pourquoi Sylvain était un an en retard? Eh bien non, il y a tellement de bons jeux qui sortent dans une année que c'est très difficile de pouvoir parler de tous les jeux qu'on voulait essayer. Donc l'année dernière, j'ai décidé de prendre une approche un peu différente et j'ai décidé d'étirer un peu. Je me suis dit tiens, je vais jouer au plus de jeux de la QV 2023 afin de vous en présenter une tonne. Et ça a été mission réussie parce que au courant des derniers mois, je vous ai présenté une tonne de catégories différentes des jeux que j'avais joués. Mais là, on est rendu à la crème de la crème. La semaine dernière, vous avez eu mes positions numéro 20 à numéro 11, mais là, c'est le moment, enfin, d'avoir mon vrai top 10 des meilleurs jeux de 2023. Alors oui, je pense que je vais essayer une autre approche aussi. Je vais peut-être faire un pré-top des jeux de 2024 parce que, bien entendu, j'aurais pas eu l'occasion encore de jouer à assez de jeux qui sont sortis dans l'année. Malgré le fait que j'en ai joué énormément, il y a encore beaucoup de jeux qui sont supposés sortir en 2024 que je n'ai pas essayé. Et c'est un peu la raison de pouvoir vous parler du plus de jeux possible. Parce que non, c'est impossible de jouer à tous les jeux de société qui sortent. J'essaie de le faire le plus possible des jeux qui m'intéressent, mais il y a encore énormément de titres qui m'ont échappé. Mais c'est pas grave, ça fait juste faire une excuse pour pouvoir vous parler encore plus de jeux de société. Alors, c'est maintenant le moment d'y aller avec mon top 10 des meilleurs jeux de 2023. Et bien entendu, je le répète tout le temps, je me suis basé pour l'année face aux informations sur le site boardgamegeek.com, donc BGG, parce que bon, des fois il y a des jeux qui sortent, ah ben le jeu est sorti plus tard dans l'année, le jeu peut arriver ici au Québec avant telle année, le jeu a été traduit en français cette année-là, donc ça s'en vient un peu compliqué et chacun a leur petite date là-dessus. Donc histoire d'uniformiser ça, je me sers de la base de données BGG pour pouvoir mettre une date, donc même si le jeu est sorti sur le tard ou sur le tôt, eh bien, je me sers de cette date-là afin de pouvoir faire mon top. D'ailleurs, avant de commencer, quels jeux vont se retrouver dans mon top 3? Écrivez-le dans les commentaires, je suis très curieux de voir si certains d'entre vous vont avoir les bonnes réponses. Alors, je commence immédiatement avec le numéro 10, qui est le jeu SkyTeam. Alors, SkyTeam est un jeu à 2 joueurs de la compagnie Scorpion Masqué. Donc, c'est un jeu, une compagnie québécoise, et le jeu a remporté le très prestigieux Spiel des Jahres, une des plus hautes distinctions du jeu de société. Donc, c'est le jeu allemand de l'année et ça a des ramifications un peu, ça fait des vagues parce que gagner le Spiel, c'est vraiment important pour un jeu. Ça va, oui, générer beaucoup de ventes, mais ça va donner énormément de visibilité. Et le fait que ce soit un jeu à 2 joueurs qui l'ait gagné, c'est vraiment le fun parce que comme jeu à 2 joueurs, c'est vraiment incroyable. On a droit à un jeu coopératif à 2 joueurs avec communication limitée. Donc, on va avoir une gestion de dés qu'on va faire, mais on ne pourra pas nécessairement dire à l'autre joueur exactement quoi. Donc, on a une espèce de communication pour éviter de rendre le jeu trop facile. Donc, on va devoir tenter de faire atterrir un avion et on va avoir beaucoup d'éléments à prendre en ligne de compte. Donc, de déployer les roues, de préparer l'avion, de faire une descente, d'essayer d'être bien orienté. Et lorsqu'on joue quelques parties avec le jeu de base, OK, parfait, on a trouvé la twist et voilà, c'est facile, merci, bonsoir. Là où le jeu brille, c'est la tonne de modules qu'on peut ajouter. Des nouveaux aéroports, des nouvelles destinations, du carburant, gestion de carburant, de la glace, atterrissage forcé. Une tonne de modules et je n'ai même pas exploré la moitié de ces modules-là. Une nouvelle extension d'ailleurs, Turbulence, vient tout juste de sortir. On a droit à un jeu vraiment brillant. Un jeu qui va être accessible parce que le jeu n'est pas énormément complexe, mais qui va gagner en complexité et en intérêt avec justement les différents modules qu'on va pouvoir ajouter. Donc vraiment, ça a été un coup de circuit ce jeu-là. C'est pas pour rien que gagné le Spiel. C'est un jeu d'une qualité incroyable, vraiment agréable à jouer. J'ai joué énormément de parties cette année. Vraiment un gros coup de cœur pour moi et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans le top 10. En 9e position, c'est une réédition d'un jeu qui s'appelle Black Rose War Rebirth. Alors, Black Rose War Renaissance en français.
Et c'est un jeu qui reprend l'essence même de Black Rose War, mais ils ont décidé de faire des ajustements de règles. Donc, il y a des petits ajustements. Donc, le jeu est compatible, oui et non, quelques petites choses à faire changer. Mais ultimement, on a droit, on contrôle un magicien et on va avoir des minions, donc des créatures qu'on va pouvoir conjurer. On va devoir se déplacer, essayer de corrompre un peu le manoir. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que oui, on a droit à un jeu où on va s'attaquer, mais on a une espèce de programmation de cartes qui va se faire. Donc, on va gérer l'ordre dans lequel on va faire nos sorts. On va attaquer les autres joueurs, on va attaquer les conjurations, mais on va également, à force de jouer comme ça, on va avoir de la magie qui va réveiller le manoir. Donc le manoir de Black Rose War est en vie, si on veut, et c'est un personnage qui nous attaque, qui gagne des points de victoire. Donc non, ce n'est pas un jeu coopératif, mais le manoir a des bonnes chances de gagner. D'ailleurs, les premières parties, le manoir a gagné. Ça fait très drôle de jouer à un jeu compétitif que finalement, c'est le plateau de jeu qui gagne, mais c'est vraiment, vraiment bien pensé. Bon, un jeu un petit peu plus costaud, c'est certain, un peu plus long, mais c'est vraiment, vraiment agréable. J'ai joué plusieurs parties cette année. Un des jeux que j'ai joué le plus en durée de jeu, parce que bon, les parties sont assez longues, mais j'ai vraiment, vraiment énormément de plaisir à faire ça. J'ai acquis un paquet d'extensions, de modules, de choses comme ça. Vraiment, vraiment un jeu super. Black Rose War m'avait toujours tenté, mais j'avais su qu'il y avait comme des petites choses de règles qui étaient comme un petit peu so-so. Là, ici, ils ont vraiment bonifié le jeu. C'est vraiment génial. J'ai joué beaucoup. Il y a également une nouvelle version qui est sortie à 2 joueurs, qui s'appelle Lex, que j'ai bien apprécié. Je pense que Black Rose War est un jeu avec plein de petits modules, plein de personnages, plein de monstres qu'on peut rajouter. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs écoles de magie. Et là, quand on commence une partie, on n'est pas dit « Ok, parfait, je vais prendre la magie de la conjuration. » Bon. Non, à chaque fin de tour, à chaque début de tour, en fait, on va réclamer des sorts et on va choisir les sorts pour construire notre deck. Donc, plus ça va aller, on va construire notre deck avec des écoles de magie différentes. Donc, si je veux me concentrer dans la magie du sang, parfait, excellent, je vais y aller là. Si je veux de la conjuration, des rêves, des ça, des ça. Donc, on peut choisir comment on va construire notre personnage. Ça fait en sorte que tous les decks des joueurs vont être différents et chacune des cartes a 2 côtés, histoire de bonifier un peu. Donc, on a des choix à faire très intéressants sur la programmation de cartes. Vraiment un jeu très agréable. Une belle expérience de confrontation, là, c'est certain, mais il va falloir s'attendre à ce que le plateau de jeu, de temps en temps, gagne les parties. Je continue en numéro 8 avec un jeu qui s'appelle Évacuation. Alors, lorsque Black Rose War est un jeu très, très agressif qu'on s'attaque, Évacuation est un bon vieux euro dans l'espace. Un jeu de gestion, on va devoir tenter d'évacuer la Terre vers une nouvelle planète. Donc, on a droit à un jeu compétitif ici comme ça, et on va devoir tenter de ramener nos choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que la gestion des ressources va se faire. Si je veux construire quelque chose sur la vieille Terre, je vais devoir utiliser les ressources qui sont là. Sinon, je vais devoir prendre une navette, amener des ressources à la nouvelle Terre pour pouvoir construire. Donc, on a une espèce de 2 endroits, 2 emplacements dans lesquels on va avoir. Donc, certains qu'on va essayer de déménager les trucs pour les amener dans le nouveau, mais on va devoir gérer nos ressources comme ça. Donc, les ressources sont associées avec une des 2 planète. Et là, on va se déplacer tranquillement sur la planète. On a une espèce de petite technologie qu'on va pouvoir faire. Un jeu vraiment bien pensé, un jeu euro qui me donne des vibes un peu à la Underwater Cities. Bon, mécaniquement, c'est très différent, mais j'ai vraiment la vibe comme ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Évacuation, même si mes premières parties ont été très difficiles. Il y a le mot objectif. Un objectif, ça sert à faire des points. C'est principalement les points qui se font avec des objectifs. Donc, c'est certain que si on s'occupe d'un peu tout, sauf ça risque d'être difficile. Ma première partie, après 1h30 de jeu à 2 joueurs, j'ai fini avec 0 points. Ça me dérange pas, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est certain que c'est difficile de prendre en tête tout ce qui va se passer, mais c'est vraiment, vraiment bien pensé. Un jeu qui m'intimidait un peu. Je trouvais que les règles avaient l'air un peu complexes. Finalement, un coup j'ai commencé à lire. Ça se lit très bien, ça se joue très bien également. C'est certain que bémol, bon, comme beaucoup d'euros, un peu costaud comme ça, je suis pas sûr que je le jouerai à 4 joueurs. Ça risque d'être un peu long. J'ai joué à 2 et 3 joueurs. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense pas que je vais l'essayer à 4, mais ça reste un très bon euro de gestion dans lequel tu dois te casser la tête, que tu ne pourras pas tout faire ce que tu veux faire, mais c'est un jeu qui offre des décisions et des choix à faire très intéressants. Je continue avec numéro 7, qui est le jeu que j'ai joué, je pense, le plus tard dans l'année. La preuve qu'un vrai top, on devrait attendre un peu plus, c'est le jeu Pirates de Maracaibo. Alors, les Pirates de Maracaibo, j'y ai joué il y a quelques mois à peine. Donc, c'est certain que si j'aurais fait mon top l'année passée, il y aurait carrément été à côté. C'est un jeu dans le même univers que Maracaibo. Bon, univers, on s'entend, là, c'est plus le thème. Mais Alexander Pfister avait fait un excellent jeu avec Maracaibo. Moi, j'avais trouvé le jeu bien, j'avais joué quelques parties, mais bon, je ne l'avais pas conservé parce que c'est un jeu que je trouvais un peu long. Donc là, ici, on a droit à un jeu qui n'est pas une extension, il ne faut pas se mélanger. C'est pas un jeu qui reprend certains éléments. Thématiquement, oui, c'est là, quelques petites affaires qui se ressemblent, mais dans Pirates de Maracaibo, on va devoir tenter de naviguer à travers
à travers les îles comme ça, avec notre petit bateau, et de devoir essayer de recruter, de gérer les choses. On va gérer notre bateau, on va avoir des ressources qu'on va devoir faire, on va devoir... Et le jeu est tellement, tellement bien pensé. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut faire. Et là, l'interaction qu'on va faire, on va déplacer nos bateaux sur les différentes cartes. Et l'espèce de carte navale, ça va être justement des cartes qui vont être là. Et lorsqu'on va s'arrêter, on va pouvoir interagir avec un lieu, une personne, qu'on va pouvoir recruter, construire notre tableau de jeu. On a des objectifs à faire. On a également une piste qu'on va pouvoir avancer donc sur l'île. Et c'est une espèce, c'est pas une course nécessairement, mais lorsqu'on va arriver au bout, on va, à ce moment-là, il va se passer une espèce de fin de round. Et là, on va recommencer, on va faire 3 fois l'aller vers Maracaibo. Ça fait en sorte que oui, il y a une espèce d'élément de tempo qui est très intéressant, que si un joueur prend trop son temps, va peut-être pouvoir récolter plein de choses, mais le joueur qui va se dépêcher plus rapidement va contrôler un peu plus la vitesse du jeu et ça se pourrait que mette fin à la partie de manière un peu abrupte. Bon, c'est certain qu'idéalement, lorsqu'on fait ça, on est mieux d'essayer d'être en tête, mais un jeu vraiment, vraiment bien pensé, super le fun. La durée est tellement raisonnable. Bon, je le sais, il y a beaucoup de monde qui va dire « Ah, Maracaibo, c'est un 2h30, mettons, c'est super le fun. » Mais là, ici, là, on a droit à un jeu avec la moitié du temps. J'ai joué des parties à 3 joueurs qui ont duré peut-être 45 minutes. C'est super le fun, le niveau de décision qu'on doit faire dans la partie et les choix qu'on fait également. Pour moi, d'avoir ça dans une durée raisonnable de 45 minutes, les règles sont faciles à prendre en main. Le jeu a un look très euro. Bon, ça ne le cachera pas. J'ai un ami à moi, mon ami Étienne le trouve laid comme ça se peut pas. Il n'est pas si laid que ça. Il y a un charme très euro, très classique. Donc, c'est certain que si vous aimiez le look Agricola avec, et pas un look rétro, là, mais ça donne vraiment cette vibe-là comme ça. Ça a vraiment bien marché. Moi, Pirates de Maracaibo, gros coup de cœur pour moi. Je continue en numéro 6 avec un jeu qui s'appelle Hégémonie. Ah, Hégémonie, j'en ai parlé souvent cette année. Quel chef-d'œuvre. Et la raison pour laquelle il se trouve si bas dans la liste, je crois, ben si bas, c'est quand même haut, mais c'est que j'ai pas eu l'occasion de jouer énormément parce que c'est un jeu très costaud. En gros, c'est une simulation politique et moi, c'est vraiment un thème qui me plaît énormément. Je sais que ce sera pas le cas de tout le monde, mais c'est un jeu dans lequel il y a 4 factions asymétriques qui ont chacun leur façon de jouer, leurs éléments. Donc, on a l'État, on a la classe ouvrière, la classe moyenne et les multinationales et chacun a leur petit agenda personnel, mais chacun va devoir travailler ensemble pour pouvoir bien faire rouler les choses. Donc, on va avoir une espèce de gestion de vote qui va se faire sur les salaires, d'achat, de vente, de paiement de taxes, d'ouverture d'entreprise, de ci. Et chacun des joueurs a son espèce de petit pamphlet pour savoir comment le jouer. Donc oui, c'est un jeu costaud, mais le thème et l'exécution est absolument impeccable. Vraiment une belle expérience. D'ailleurs, je me dis, ça fait longtemps que je me le dis, mais il faut vraiment que je le remette sur la table. Quel jeu exceptionnel. Hégémonie, toute une expérience. Bon oui, c'est un gros jeu. C'est un gros bloc d'à peu près 4 heures à 4 joueurs. L'explication des règles est très costaude aussi. C'est un jeu qui moi-même m'intimide. J'ai joué une fois et je me dis tout le temps, il faut vraiment que je rejoue, c'est vraiment génial, il faut que je rejoue, mais il faut que je le fasse. Je ne l'ai pas refait récemment, mais c'est mon but d'ailleurs. En début d'année, tiens, on va commencer une première résolution de 2025. Tiens, tant qu'être rendu là, ça va être de jouer à Hégémonie au moins 2-3 fois parce que quel jeu exceptionnel. On continue en numéro 5 avec un jeu qui n'était pas parti pour se retrouver là. C'est le jeu Ancient Knowledge. Lors de ma première partie de Ancient Knowledge, mon premièrement jeu de construction, de tableaux, de combos, ça tombe directement dans mes cordes. Je l'ai joué au Delirium avec 4 joueurs et lorsqu'on a joué, il y a quelque chose qui cloche. Relis les règlements, non, c'est pas ça. OK, peut-être petites affaires qui ont été faites, OK. Rejoue, toujours pas convaincu. Mais pourtant, c'est le genre de jeu qui devrait me plaire. J'ai redonné encore une autre chance au jeu et il y a eu un espèce de petit déclic. Il y a des jeux comme ça que ça prend un petit peu, quelques parties. Res Arcana en avait été un qui m'avait plu également énormément, mais lors de mes premières parties, j'étais comme pas sûr. Ancient Knowledge, je l'ai joué plusieurs fois et je me suis pas découragé et j'ai finalement, ça a décliqué à un moment donné que là, ça a bien marché et c'est vraiment un jeu de construction de tableaux dans lequel on va devoir gérer. Donc, on a une grosse pile de cartes et on va creuser à travers ces cartes-là comme ça se peut pas. On va avoir des cartes qui vont être placées sur notre tableau et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'à la fin de chacun des tours, nos cartes vont aller dans le déclin et à un moment donné, ils vont quitter. Et lorsqu'elles vont quitter, c'est là qu'elles vont marquer des points à la fin de la partie. Donc, une espèce de gestion de cartes qu'on va devoir faire à 2 temps. Donc, si la carte est sur la table, on a des bonus pendant la partie. Lorsque la carte se retrouve en dehors, eh bien, on va pouvoir gérer. On a du savoir perdu aussi, il faut faire attention. Il y a des cartes qui vont se ramasser avec des points de savoir et si jamais le savoir s'en va là, ben, c'est perdu, c'est des points négatifs. Ça peut faire très mal, il faut vraiment faire attention de bien gérer ça. Le jeu m'a donné une impression un peu d'Elysium dans lequel justement on avait des cartes qu'il fallait envoyer en bas, donc dans le Panthéon pour pouvoir marquer des points.
Et c'est en rejoint ce jeu-là que j'ai vraiment découvert un jeu vraiment super. Je pense que moi, c'est mon genre de jeu. À 2 ou 3 joueurs, il est peut-être meilleur. Peut-être c'est ma partie à 4. Il y a également un mode solo qui vient tout juste d'arriver avec la première extension que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Ça fait partie sur ma pile. Mais vraiment, un beau jeu qui, a priori, aurait probablement pas fait mon top, mais j'ai donné sa chance plusieurs fois, chose que beaucoup de jeux que j'ai joués cette année ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir, une deuxième chance ou une troisième chance, mais ici avec Ancient Knowledge, ça a été assez bon pour qu'il puisse se retrouver parmi mes 5 favoris de l'année. Je continue ici comme ça avec le numéro 4, qui est un jeu qui s'appelle Raising Robots. Raising Robots se veut essentiellement à être l'enfant illégitime de Race for the Galaxy et de Wingspan. Bon, Race for the Galaxy parce que chaque joueur va sélectionner des actions qu'on va pouvoir faire. Donc, on va choisir différentes actions qu'on va activer, mais on va pouvoir quand même résoudre les actions des autres joueurs si jamais il y a des cubes qui sont placés dessus, sur les actions. Des cubes qui vont servir à bonifier les différentes actions. Et Wingspan, avec l'espèce de construction de tableau. Lorsqu'on regarde le tableau, ça a vraiment de l'air de Wingspan parce qu'on a 3 rangées de différents robots qu'on va pouvoir avoir. Et lorsqu'on va activer une rangée, on va pouvoir activer nos robots comme ça. Mais on a une espèce de gestion de ressources qui va se faire. Ça fait en sorte que le jeu est incroyablement brillant. Le jeu offre une empreinte visuelle vraiment, vraiment très, très jolie. Des dessins qui sont vibrants. Donc, on a des petits robots comme ça. Gestion de ressources qu'on va faire. Donc, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et une autre chose qui me surprend encore avec ce jeu-là, c'est que la durée de jeu est tellement courte, même peut-être trop courte des fois. Vous savez, il y a des jeux comme ça qu'on joue, comme, hey, déjà fini, voyons donc. Mais à partir de durée genre 45 minutes, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'aurais presque voulu que ça dure plus longtemps, mais c'est les choix qu'on va devoir faire pendant la partie. Donc, on a une espèce de gestion, on a également des petits marqueurs d'upgrade qu'on va pouvoir enlever. Donc, on va pouvoir avoir plus d'accès à des affaires et pouvoir bonifier d'autres choses. Donc, on a vraiment beaucoup de petites choses à faire ici et là avec Raising Robots. Une extension est en socio-financement que j'ai backé. J'ai hâte de voir juste pour bonifier le jeu à la limite. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que le jeu a tellement à nous offrir beaucoup de variétés, beaucoup de choix différents qu'on va avoir. Un jeu magnifique, un jeu génial. C'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 4. On est rendu avec le podium, hein, les 3 meilleurs de l'année, selon moi, encore une fois, parce que c'est vraiment juste selon mes goûts personnels. Mais la 3e position, c'est le jeu Kutna-Hora City of Silver. Kutna-Hora est un jeu économique dans lequel on va devoir construire la ville de Kutna-Hora. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont venir dans ce jeu-là parce qu'on va devoir acheter de lopin de terre pour pouvoir construire, pour pouvoir aller miner. Avec ça, on va avoir une espèce de gestion de ressources qu'on va avoir. Mais ce qui est brillant dans ce jeu-là, c'est l'utilisation des cartes. On a des cartes d'action qu'on va avoir qui ont 2 côtés. Donc, lorsqu'on va jouer, on va choisir 2 de ces cartes-là et on va devoir choisir quelle orientation. Mais là, c'est certain que si une carte a un pouvoir d'un bord, un pouvoir de l'autre, et qu'on l'utilise de l'autre côté, bien, on ne pourra pas réutiliser ce pouvoir-là avec les autres cartes. Donc, on a une espèce de gestion d'action qu'on va devoir faire. C'est un jeu qui demande d'avoir une très, très bonne planification. Parce que il faut réserver le lopin de terre, il faut réserver le bâtiment, il faut construire le bâtiment qui va donner différentes choses. Donc, on a beaucoup d'éléments comme ça du fait qu'il va falloir planifier très, très bien les choses. Une autre chose qui m'a vraiment impressionné, c'est le concept de gestion de ressources. Donc, lorsqu'on a des ressources, on va devoir les acheter ou les vendre tout le temps avec de l'argent. Mais la twist, c'est que les ressources vont varier. Le prix la valeur des ressources va fluctuer selon comment la ville va se développer. Donc, plus la ville va se développer, on va avoir des cartes qui vont avoir avec un petit module qu'on va déplacer comme ça. Donc, si on construit un bâtiment qui produit du bois, le bois est moins recherché. Donc, oui, on en produit plus, mais il est moins recherché, donc il vaut moins cher. Donc, chaque fois qu'on va devoir payer des choses avec des ressources, on va toujours regarder le prix. Donc, exemple, le prix du bois vaut 3 pièces d'or. Eh bien, si j'ai besoin de 3 bois, ça me coûte 9 pièces d'or. Donc, on manipule jamais physiquement du bois, mais on a toujours la valeur comme ça convertie en argent. Et cette valeur-là va changer tout au courant de la partie quand on va construire des bâtiments de différentes guildes qu'on va avoir. Donc, c'est un jeu économique vraiment bien pensé. Encore une fois, c'est un jeu qui, à la première partie, on va faire « il me semble que j'ai pas été très optimal ». Eh bien non, parce que le jeu demande énormément de planification pour pouvoir tout bien préparer ça. Mais lorsqu'on rejoue et on rejoue, on se rend compte un jeu qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de choix intéressants. Et même à 2 joueurs, il y a beaucoup de monde qui ont dit qu'à 2 joueurs, c'était comme ordinaire. Je l'ai adoré à 2 joueurs. La carte est beaucoup plus petite. C'est très, très, très jam-pack, comme on dirait. Et l'expédition, on va miner aussi. Donc, on a vraiment beaucoup de choses qu'on va devoir faire. On a une construction de la cathédrale pour avoir des bonus. Donc, on a une cathédrale qu'on peut construire. Donc, vraiment plein de petites façons de faire
super. Donc l'aspect des mines, l'aspect de construction, la cathédrale, la gestion de cartes, le côté économique, vraiment, vraiment un jeu super. Kutna Hora, un jeu que je trouve magnifique aussi parce que la boîte est très sobre, donc c'est noir avec un petit peu d'argent comme ça, et les couleurs, le plateau est très monochrome, sauf pour les bâtiments qui ont une espèce de couleur un peu flyée, un peu fluo. Je trouve que ça donne pastel un peu, ça donne vraiment un beau look. Il y a des gens qui autour de moi qui ont dit « Ah, moi je le trouve pas super beau ». Je pense que c'est subjectif, c'est propre à chacun. Moi j'ai trouvé que l'empreinte visuelle était très belle. On continue, on est maintenant rendu en numéro 2 avec le jeu le plus métal de ma collection. C'est le jeu Thunder Road Vendetta. Thunder Road Vendetta est une réédition d'un jeu des années 80. Restoration Game fait ça, ils reprennent un vieux jeu, ils leur nippent au goût du jour, et voilà, on est rendu avec un jeu qui a vraiment beaucoup de bon sens. Thunder Road Vendetta est tout ce que vous pouvez imaginer d'un jeu Ameritrash. Okay? Il y a de l'élimination, il y a des dés, il y a du hasard, il y a du chaos. C'est le bordel comme ça se peut pas. Imaginez-vous une course de voiture à la Mad Max. On est là, on va se tirer dessus, on va exploser, on va voler dans le mur, on va faire ça. Le jeu est chaotique, mais c'est tellement le fun. J'ai tellement de plaisir à chaque fois. Chaque partie est différente. Donc, c'est certain que si vous êtes allergique au chaos, vous êtes allergique au dés, vous êtes allergique au jeu de l'élimination, que c'est pas votre genre de thé, ça, c'est certain que c'est complètement différent de Kutna Hora, qui est un euro très réfléchi, où on va, qu'est-ce que je vais faire? Là, ici, on réagit au quart de tour, et voilà. C'est un jeu qui va pas nécessairement demander beaucoup de stratégie, mais qui est incroyablement le fun à jouer. Il faut jouer aussi rapidement. Il faut se mettre en tête que c'est pas un jeu où tu vas réfléchir à ton tour vraiment longtemps. Non, tu te déplaces, tu tires l'autre, tu brasses des dés. Il y a beaucoup de réactions en chaîne qui sont le fun, que tu fonces dans une voiture, il y a un dé, ok, tu vas te déplacer, t'amènes un hélicoptère, donc vraiment le fun. J'ai des extensions également que j'ai eues. Il y avait un socio-financement il n'y a pas longtemps qui amenait Carnival of Chaos, une espèce d'aréna, j'ai hâte d'essayer ça. Mais en tout cas, c'est en convention, je l'amène toujours. J'ai toujours énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Faut pas se prendre au sérieux, faut avoir du plaisir. Thunder Road Vendetta, c'est ça. C'est le jeu qui m'a procuré le plus de plaisir pur, certainement, cette année. Et c'est pour ça qu'il est en numéro 2. Mais, le numéro 1... Je suis pas tout seul à l'avoir mis numéro 1 cette année. L'année passée. C'est un jeu qui a gagné énormément de prix et c'est un jeu d'un auteur québécois qui est un ami à moi. Mais c'est pas la raison pour laquelle le jeu est numéro 1. C'est parce que cet auteur-là a décidé de faire un jeu qui lui plaisait à lui. Il s'est dit, je vais faire un jeu qui me plaît, je vais créer mon jeu parfait. Et ça donne que moi et lui, on a des goûts pas mal similaires. C'est un tableau builder dans lequel les joueurs vont jouer de manière simultanée, de devoir construire ça, beaucoup de combos, beaucoup de choses. Vous l'aurez deviné, je parle du jeu Earth. Alors, Earth est un jeu du designer Maxime Tardy. Maxime n'en est pas à son premier jeu, mais c'est son premier succès planétaire. Je pense que c'est un jeu qui a fait des vagues un peu partout. Bon, je sais, c'est pas tout le monde qui l'a aimé, puis c'est correct comme ça. Tout le monde a le droit d'apprécier chacun des types de jeux, et la raison pour laquelle j'ai le nom numéro 1, c'est pas parce que Max est un ami à moi, c'est pas parce que... Non, c'est parce que c'est directement dans mes cordes. J'adore ça, de construire un tableau, de gérer des choses, des cartes, des effets en chaîne comme ça. Et ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que lorsqu'on va jouer, on est impliqué pendant le tour de tout le monde. Donc, lorsqu'on joue, tous les autres joueurs vont bénéficier d'une action mineure. Donc, tous les autres joueurs vont pouvoir activer leur tableau. Et là, certains que beaucoup vont dire « Ah, mais il n'y a pas d'interaction directe. » Ben non, mais c'est pas grave. Par contre, je peux regarder le tableau de l'autre puis voir qu'il y a beaucoup de cartes orange. Je ne jouerai pas de quoi d'orange pour ne pas lui faire bénéficier ça. Donc, chaque joueur a la manière de pouvoir quand même regarder ce que les autres vont faire. Donc, oui, c'est très solitaire. On va regarder notre tableau, on va essayer de créer. Donc, on va devoir se faire une grille de cartes qu'il va avoir. Et là, on va avoir énormément de cartes en main. On va pouvoir piger, on va avoir des possibilités. Des cartes vont avoir des pouvoirs selon les adjacences. On va pouvoir faire construire des arbres, mettre des plantes. Donc, beaucoup d'éléments qui arrivent dans une durée très raisonnable. Je pense que mes parties durent jamais plus qu'une heure. C'est un jeu qui est incroyablement satisfaisant, une espèce de course qu'on va faire pour pouvoir compléter notre tableau. Un excellent mode solo, un jeu que j'ai énormément de plaisir à jouer et rejouer. Et ça a été, je pense, un grand succès un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je lève mes 2 pouces à Maxime qui a fait un jeu vraiment exceptionnel. Mais c'est surtout que, bon, comme je disais, j'ai remarqué, moi et Max, on a beaucoup de goûts similaires. J'ai montré Res Arcana, il a adoré ça. Il y a une couple de jeux comme ça que j'y montre. Puis tu sais, je pense que le petit côté Race for the Galaxy aussi qui revient avec ça. Mais ça fait en sorte que le jeu a réussi à être en première position de mon top des meilleurs jeux de 2023. Alors oui, vous allez enfin arrêter de m'entendre parler de 2023. Hein?
On est presque en 2025 déjà, ça sonne bizarre, hein? Mais je vais quand même vous préparer mon pré-top des jeux de 2024. Donc, encore une fois, toujours un but de pouvoir parler du plus de jeux possible, ça fait toujours plaisir et je trouve ça toujours très agréable. D'ailleurs, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de mes choix. Est-ce que vous avez joué aux jeux que j'ai joués et vous, quels auraient été vos favoris de l'année? Je suis très curieux de l'entendre, de le savoir. Et sur ce, étant donné qu'on est le 31 décembre 2024, je vous souhaite à tous et chacun de passer une merveilleuse année 2025. Une belle année ludique, mais aussi une belle année au niveau personnel, professionnel, familial, je vous souhaite que du bonheur. Pour ma part, j'ai énormément de chance de pouvoir avoir cette belle tribune-là pour pouvoir vous partager mes expériences ludiques. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Oui, ça demande beaucoup de temps personnel, mais j'apprécie cette espèce de sentir que je participe au paysage ludique. Je trouve ça vraiment génial, que ce soit en convention, que ce soit dans des événements, dans des boutiques de jeux à qui je vais jaser du monde, ou même des gens à qui je vais vendre « Hey, j'écoute ta chaîne, c'est le fun! » Ça fait toujours énormément chaud au cœur lorsque quelqu'un me dit « Hey, j'écoute la chaîne, merci de faire ça. » Ça vient fiouler un peu ce qu'on va faire. Parce que, tu sais, je suis dans mon sous-sol, hein, ici comme ça, à côté de mes jeux, je regarde ma caméra, je parle un peu dans le vide, mais de savoir qu'on réussit à rejoindre un paquet de joueurs un peu partout dans le monde afin de créer une belle communauté comme ça, je trouve ça vraiment génial de pouvoir voir ça et je suis incroyablement fier et choyé de faire partie de cette espèce d'univers-là. Donc, merci à vous qui continuez d'écouter la chaîne, qui continuez à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas abonné, faites-moi un petit cadeau de l'année, s'il vous plaît. Là. Faites un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait énormément plaisir. Ça nous donne le goût de vouloir continuer à produire du contenu varié, mais également de pouvoir partager nos expériences ludiques afin de pouvoir vivre dans cette belle univers-là qui est notre hobby. Donc, c'est certain que c'est un beau hobby qu'on aime beaucoup partager avec les autres. Je pense que c'est la base même du jeu de société et ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir le faire avec vous. Donc, encore une fois, bonne et heureuse année ludique 2025. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!